La finance islamique est en perpétuelle croissance. Ce mode de financement basé sur les normes islamiques, interdisant notamment le prêt à intérêt, est présent dans une trentaine de pays africains et une soixantaine à travers le monde. Au Mali, seule une banque et une microfinance évoluent dans ce système. Comment l'expliquer? Comment fonctionne la finance islamique? Est-elle une solution alternative et universelle pour les entrepreneurs en quête de crédit à taux zéro? Finance islamique, quel impact? C'est le thème de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Entreprendre reprend ses droits sur TM1. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Finance islamique, quel impact? C'est le titre de cette émission. Avant d'en débattre, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Sidi Bouaré est docteur en finance islamique. Il est l'un des premiers initiateurs d'une microfinance islamique au Mali. Dénommée CID Amana Finance, cette structure a vu le jour en 2014. En février 2022, Dr Bouaré quitte la tête de la CID et lance l'assurance islamique Takaful, dont il est actuellement le directeur général. Spécialiste en finance islamique, Dr Sidi Bouaré compte plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Il a commencé sa carrière en 2003 à l'Association malienne d'assistance sociale en qualité d'agent comptable. De 2010 à 2014, le natif de Markala a été chef de division de comptabilité générale, analytique des projets à l'Institut national de la statistique INSTAT. L'homme de 43 ans est fondateur et administrateur général d'IFI Consulting SRL, une structure d'innovation en ingénierie financière islamique. Depuis avril 2018, il fait partie du comité de conformité Sharia de la branche islamique de Coris Bank International, Baraka. Outre les formations qu'il dispense dans certains instituts du pays, Dr Sidi Bouaré est régulièrement sollicité pour animer des conférences, séminaires et autres. Il a notamment collaboré avec la BCEAO en 2018 sur la problématique du cadre réglementaire pour le développement de ses services et de quelques expériences réussies en matière de finance islamique. Le directeur Bouaré est actuellement consultant pour le renforcement continu des systèmes financiers décentralisés dans le cadre du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali. Du point de vue académique, Sidi Bouaré compte plusieurs diplômes, dont un master en sciences techniques comptables et financières de l'Institut supérieur des technologies appliquées décroché en 2010. Un exécutif MBA en finance islamique de l'Université de Strasbourg, en France, obtenu en 2011. Mais surtout un executive doctorate in business administration obtenu au Luxembourg en 2022 sur le thème « La place de la microfinance islamique dans le financement du développement local », cas de la commune Banamba de la région de Koulikoro. Pour ce qui est de sa vie associative, cet expert en finance islamique est le président de la commission formation et renforcement des capacités du réseau africain pour la promotion de la finance islamique, RAPFI. Il est, par ailleurs, à la tête du Comité national de la finance au Mali. Dr Sidi Bouaré est l'invité principal de Entreprendre. J'ai le plaisir de recevoir Dr Sidi Bouaré, expert en finance islamique. Monsieur Bouaré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes l'un des premiers, sinon le premier à initier une microfinance islamique au Mali. Alors, merci. L'idée est venue à la suite, bien sûr, d'une optation, un MBA en finance islamique en Strasbourg en 2011.
À la suite de ça, quand on est arrivé dans les pays, on organisait des conférences, des séminaires. Et généralement, les recommandations de ces conférences, de ces séminaires, nous stipulent toujours, alors, si l'intérêt est interdit, ou alors, quelle est l'alternative, où est la solution. Alors, l'islam, c'est une religion, elle est complète. Si elle dit telle chose interdite, généralement, il y a une alternative. C'est à la suite de ces recommandations, nous nous sommes dit il faut aller vers le développement, bien sûr, avec le développement de l'écosystème. Donc, c'est à la suite de ces recommandations que 2014, nous avons réuni, bien sûr, les investisseurs avec certaines compétences de la finance classique pour aller, bien sûr, vers la création d'une microfinance islamique. Donc, c'est à la suite d'une forte recommandation de la population qui nous a amené à la création de la microfinance CID Amana Finance. Donc de 2014 à 2022, vous avez été le directeur général de CID Amana Finance. Vous êtes passé à autre chose à partir de 2022. Vous avez mis en place une assurance islamique Takaful, pour ne pas la citer. Pourquoi là aussi ce choix? Alors, nous sommes... C'est toujours dans le même élan? Bien sûr, nous avons eu ces privilèges d'être le précurseur de cette industrie, à la fois une lourde responsabilité. En effet, on avait l'obligation, le devoir, bien sûr, de développer, de contribuer à la mise en place de l'écosystème de la finance islamique. La finance islamique ne se résume pas, comme beaucoup de gens croient, aux banques islamiques. C'est vraiment un écosystème. Il y a les banques, il y a la microfinance, il y a les assurances et il y a les fonds d'investissement. Donc, en un mot, c'est complète. Alors, étant le précurseur de la finance islamique, un acteur de la finance islamique, alors nous sommes dit des microfinances islamiques, il faut aller vers d'autres institutions qui pourront compléter bien sûr la microfinance. Donc c'est de là qu'en 2019, lorsqu'il y a eu la réglementation sur l'assurance islamique Takaful, nous sommes dit c'est une opportunité et nous avons mobilisé les investisseurs autour de nous pour aller vers Takaful. Donc c'est vraiment notre mission régalienne qui consiste bien sûr à créer, à développer l'écosystème de la finance islamique. Donc c'est un peu cette volonté qui nous a menés dans l'assurance. Vous nous direz dans quelques instants si vous avez encore d'autres perspectives encore plus grandes, toujours dans le même sens. Mais avant, je vous invite à suivre ce cas d'école. C'est quoi la finance islamique? Comment ça marche et quels sont ces grands principes? Nous en parlons dans ce grand angle. Justice, équité et transparence sont les maîtres mots de la finance islamique. Ce mode de financement repose essentiellement sur les principes de la charia qui supposent l'interdiction de l'intérêt et l'incertitude de la spéculation. En finance islamique, il n'y a pas d'intérêt. Le deuxième point, c'est que toutes les transactions qui se passent au niveau de la finance islamique doivent être adossées, n'est-ce pas, à des actifs tangibles. Également, on peut citer le fait qu'en finance islamique, donc, on partage les profits et également les pertes. Contrairement à la finance classique, ce système financier basé sur les normes et règles doctrinales islamiques ne finance pas les secteurs considérés comme illicites tels que l'alcool, le tabac, les jeux de hasard entre autres. Ce mode de financement repose sur le principe de partage des pertes et des profits. C'est dans la finance islamique qu'on peut se permettre d'acheter pour le client. Au lieu de lui donner les sous, on achète pour le client pour lui mettre à disposition et il est remboursé. Il rembourse avec une prise de risque qui est minimisée, mais il y a quand même une prise de risque que les banques classiques n'acceptent pas. La finance islamique ne fait pas de l'argent une marchandise. C'est-à-dire, l'argent ne peut pas engendrer l'argent. C'est-à-dire, on ne peut pas vendre l'argent. On ne peut pas louer l'argent. L'argent doit passer nécessairement par une marchandise. À partir de la vente de cette marchandise, les profits qui sont réalisés sont des profits licites au regard de la loi islamique.
En matière de finances islamiques dans l'espace UEMOA, le Mali est à la traîne contrairement à ses voisins sénégalais, nigériens, burkinabés et ivoiriens. À ce jour, le pays compte qu'un établissement bancaire et une microfinance dédiée à cette branche. Au Mali, il y a une seule institution qui a l'agrément, voilà, c'est le mot que je cherchais, et qui est établie sur le marché, mais qui a beaucoup de difficultés, liées notamment à ce que j'ai dit, difficultés de financement, parce que si tu dis que tu n'acceptes pas l'intérêt, tu ne donnes pas d'intérêt, tu ne peux pas te financer auprès des banques classiques. Et donc, pour cela, ça devient un frein. Tu dois avoir des financements plus propres qui n'utilisent pas le système classique où il n'y a pas d'intérêt. Et c'est là la difficulté, la principale difficulté de la finance islamique. La finance islamique peut être une bonne chose pour les économies comme pour le Mali, car cette finance met plus l'accent sur l'économie réelle, ce qui est une très bonne chose pour des pays en développement dont la majeure population ou les entrepreneurs travaillent dans le secteur réel. On a vraiment besoin de ce genre de système dans notre système financier. Selon les spécialistes, il existe deux types d'investissements dans le secteur bancaire islamique. Le premier est un investissement direct à travers lequel la banque se charge du placement des capitaux dans des projets qui lui rapportent un dividende. Il y a trois grandes voies sur lesquelles la finance islamique fonctionne. Donc il y a d'abord la voie commerciale. C'est quand quelqu'un veut acquérir quelque chose. Donc la banque ne lui remet pas en fait de l'argent seulement. On ne lui remet pas de l'argent et pour qu'il puisse ensuite rembourser sans intérêt. Non, non. On lui vend le bien dont il a besoin. Donc le client exprime en réalité un besoin à la banque. La banque achète ce dont le client a besoin, ajoute sa marge, puis lui revend ce bien. Donc là, la marge qui est ajoutée, ça permet à la banque de faire également des bénéfices. Le second est un investissement participatif permettant à la banque de participer au capital d'une entreprise de production en tant qu'associé aussi bien dans l'investissement que dans la gestion. Et il y a également le cas où on parle de partenariat entre le client et la banque. C'est quand le client va présenter un projet qu'il veut réaliser, il a un savoir-faire, mais il n'a pas vraiment assez d'argent ou bien il n'a pas du tout d'argent pour réaliser son projet. Dans ce cas, il peut également faire recours à une banque islamique qui va étudier le projet. Après étude du projet, donc ils conviennent sur les clauses et la banque lui remet donc l'argent pour réaliser le projet. Mais là, les conditions, c'est que tout profit réalisé donc, sur ce projet-là sera maintenant partagé entre la banque et le client. Donc ce sont souvent des marges qui sont même plus intéressantes que les DAT comme on les voit au niveau des banques classiques. En 2021, la finance islamique représentait moins de 2% de la finance classique malgré son encours estimé à plus de 2800 milliards de dollars, soit plus d'1,5 million de milliards de francs CFA. Ceci dit, c'est l'un des modes de finance les plus dynamiques depuis près d'une décennie. D'après la Société islamique pour le développement du secteur privé, l'encours financier des actifs islamiques atteindra d'ici fin 2024 près de 3 700 milliards de dollars, soit plus de 2 millions de milliards de francs CFA. L'argent n'engendre pas l'argent en finance islamique. Docteur Boiré, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, l'argent n'engendre pas l'argent. Quand nous regardons le système classique, alors si vous avez besoin d'une somme, par exemple 1 million, alors on vous donne 1 million et au remboursement, vous remboursez avec un surplus qu'on appelle l'intérêt. Donc, ça s'appelle 100 000. Donc, vous remboursez alors 1 million plus 100 000, donc 1 million 100 000. Donc, c'est comme si l'argent engendrait l'argent. Hein? C'est comme si l'argent engendrait l'argent. Alors, dans tel modèle économique, à un moment donné, il y aura une déconnexion entre la masse monétaire réelle et les actifs réels. Donc, en finance islamique, toute transaction doit être adossée à un actif tangible, que ce soit un bien ou un service. Le client a sa demande de lui acheter un bien. La banque fait l'effort et prend les risques de chercher ces biens, acheter ces biens,
Donc c'est comme si la banque prend contact directement avec l'économie réelle. En fait, la banque ne reste pas dans l'économie financière, comme les classiques. Donc, la banque prend contact avec l'économie réelle, elle achète un bien, et ce bien est vendu au client, là que la banque peut demander une marge. Donc si le bien coûte par exemple 1 million, 1 million la banque achète et peut revendre au 1 client 1 million 100 000, 1 million 200 000, c'est le marché qui détermine. C'est l'offre et la demande. Vous voyez? Donc la banque achète auprès d'un agent économique qui est dans le réel et puis revend ses biens au client avec un surplus. Donc là, c'est comme s'il y aura une valeur ajoutée à partir d'une transaction adossée à un actif tangible, pas à l'argent. Parce que la fonction de l'argent n'est pas engendrée. Si en soi l'argent c'est un produit, les dégâts et les gâchis qu'il peut causer à l'économie réelle est énorme. On va justement en parler. J'ai le plaisir de recevoir notre deuxième invité, un invité que, chers téléspectateurs, vous devez connaître puisque c'est un de nos consultants les plus présents depuis les 4 saisons que nous avons commencé. Il s'agit de M. Modibo Mao Makalou, économiste, spécialiste en finance internationale. M. Makalou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Amar. Bonsoir, Dr. Boiré. Alors, quel regard portez-vous sur cette question de la finance islamique? Ça me fait sourire parce que tout ce que le docteur Boiré dit, ça me parle. Quand il dit l'argent n'engendre pas l'argent, c'est le système de création monétaire. Il n'y a pas de création monétaire dans la finance islamique. Cela veut dire que les crédits ne font pas les dépôts. C'est en fait un peu cela parce que quand une banque prête de l'argent, une banque classique prête de l'argent à un client, les intérêts, c'est ceux qui font la création monétaire, créent de la monnaie créée par les banques commerciales. Donc, c'est bien de préciser que c'est séparé au niveau de la finance islamique, parce que la finance islamique, il y a plusieurs institutions, si je ne m'abuse, il y a 6 sortes d'institutions. Il a parlé de la finance, de l'assurance islamique, il y a la microfinance islamique, il y a la banque islamique, il y a les obligations islamiques qu'on appelle les soukouk. Et puis il y a les fonds, comme il l'a dit, il y a les fonds zakat, il y a les fonds waqf. Donc il y a en fait tout le système comme le système classique parce que c'est quasiment, c'est juste les noms qui changent peut-être. C'est l'intermédiation financière mais basée sur la charia. Donc, alors, pardon de vous couper 2 secondes, M. Makalou, je reviens vers vous. Justement, Dr Boiré, pour en savoir un peu plus, quand on dit la charia, on fait allusion à quoi? Et enlever tout équivoque, pour enlever les suspicions qui peuvent être autour du terme, de la terminologie charia. Alors, effectivement, la charia, quand on prononce la charia, ça fait peur. La charia, alors, c'est l'ensemble des lois divines, alors, des codes de conduite, des règles, des enseignements qui régissent la vie du musulman, ici du Coran et bien sûr de la Sunna, au bénéfice de l'homme et de la société. La charia des finalités. Alors, c'est que nous... Par exemple, dans le cas spécifique de l'économie, quand on utilise la charia, quand on dit la loi, donc la charia, ça veut dire quoi dans le cas de la finance islamique concrètement? Alors, quand on dit la charia, parce que quand vous regardez la dénomination de finance islamique, la finance est qualifiée islamique. Donc cela veut dire que la finance est régie par la charia. Donc la charia ici, comme vous savez, la charia, alors il y a des différents blancs. C'est-à-dire que la charia, il y a ce qu'on appelle fiqh, et fiqh al-ibadat, et ça c'est la branche qui s'intéresse à l'adoration. Comment prier, aller au pèlerinage, le jeûne. Maintenant, il y a une autre composante de la charia qu'on appelle fiqh al-muamalat, alors qui traite les relations entre les humains, entre les hommes. Et c'est dans ça que, alors toutes les relations, que ce soit commerciales, que ce soit les relations financières, que ce soit les relations sociales à travers les mariages, tout ça, c'est régi par ça. Donc, qui fait partie de la charia. Alors, c'est pourquoi charia, c'est au sens propre du mot, c'est la voie. Alors, c'est la voie qui est tracée, qui est... En d'autres termes, la finance islamique est ouverte à toutes les composantes, que l'on soit musulman bien évidemment, que l'on soit également non musulman. Alors oui, parce que quand nous regardons la composante, la partie de la charia qui est le fiqh al-muamalat,
qui traite les relations entre les humains. Alors, un musulman et non-musulman peut être en relation commerciale, peut être en relation de financement. Donc, bien sûr, la charia, c'est pour tout le monde, c'est pour l'humanité. La charia ne dit pas, même un non-musulman, les relations avec un non-musulman, la charia vous demandera aux musulmans d'être honnêtes. Hein? Donc, même dans les relations, même en cas de guerre, la charia vous dira, même si c'est les non-musulmans, voilà les lignes de conduite à suivre. Donc, la charia ne veut pas dire que c'est uniquement une exclusion, surtout dans les contextes de l'économie. Dans le contexte de l'économie, bien sûr, il peut y avoir des relations. On a vu, il y a des cas, des exemples comme ça, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque les Juifs qui vivaient en Médine avec lui. Il y avait des relations commerciales, bien sûr, entre eux. Donc, dans le contexte de la finance islamique, alors, les lois qui régissent la finance islamique, alors, vous êtes tous égaux. Cela veut dire qu'un non-musulman peut aller dans une banque islamique, demander un financement, seulement si, que alors, ça respecte les principes, bien sûr, de la finance islamique. Monsieur Makalou, je vous laisse terminer. Pardon de vous avoir coupé il y a quelques minutes. Donc, j'expliquais que, quand même, la finance islamique, c'est quand même, connaît un essor fulgurant dans le système financier international. Et comme vous le savez, en fait, la pratique a connu son ascension surtout au Pakistan dans les années 50, ensuite en Égypte, qui est le plus grand pays arabe, avec la plus vaste population, et en Afrique, une grande population en Afrique. Et ça s'est étendu dans beaucoup de pays actuellement. Et tenez-vous bien, déjà en 2018, le Mali a déjà levé 150 milliards en soukouk sur le marché régional. Hein. Et vous savez qu'il y a 4 pays de l'UEMOA. Nous sommes le 4e pays après le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Togo à avoir quand même eu à lever des obligations islamiques. Mais maintenant, les actifs qui sont levés, c'est-à-dire l'ascension est fulgurante, je reviens là-dessus. En 1990, les actifs relatifs à la finance islamique n'étaient que de 100 milliards de dollars US. Et vous l'avez vu, en 2019, on était à 2400 milliards. Dans tout cela, c'est relativement faible par rapport à ce qui est détenu par les 1000 banques conventionnelles qui détiennent 100 000 milliards de dollars d'actifs. Mais l'ascension est très importante. Et je pense que de plus en plus, quand nos dirigeants vont comprendre l'importance de ce moyen de financement alternatif et qui peut vraiment combler le vide laissé par le système financier classique. On va voir cette première infographie qui va nous amener à voir ce que vous disiez, M. Makalou, pour parler du total bilan 2021 des IFI, donc des instituts financiers islamiques dans la zone UEMOA. En 2019, on parle de plus de 448 milliards de francs CFA, mais en 2020, d'après les données donc, de l'UEMOA de la BCAO, en 2020, c'était de 710 milliards de francs CFA, soit une augmentation de plus de 25%, 25,9% pour être précis. Docteur Boiré, il y a cette évolution-là qui est là depuis 5, 6, 7 ans. Bien sûr, parce que en fait, l'expression fulgurante de la finance islamique, alors, on peut dire, découle les crises récurrentes, surtout la crise de 2008. La crise financière internationale, il a été constaté que les banques islamiques étaient très moins touchées, dû parce qu'ils sont en connexion directe avec l'économie réelle. Donc, à partir de là, la finance a connu vraiment une expansion, une croissance de 2 chiffres. Et ce qui est très rare dans la finance. Donc, nous sommes sûrs que ça augmente parce que vraiment, elle a montré ses preuves à travers le monde. Alors, M. Makalou, Dr Boiré, justement, pour nous expliquer de façon concrète, qu'est-ce qu'on entend par toucher l'économie réelle? Ça veut dire quoi concrètement? C'est juste le fait qu'il n'y ait pas d'intérêt, le fait que la finance islamique achète parfois des équipements pour ceux qui en ont besoin et pour les revendre à leurs clients, messieurs? Oui, l'économie réelle, ça concerne les biens et les services. Donc, c'est ce que vous pouvez toucher, c'est les facteurs de production réels. Parce que quand vous êtes avec la mondialisation aujourd'hui, vous avez l'interconnexion. Et vous savez que ce qui s'est passé durant la crise financière de 2008-2009, c'est l'interconnexion financière
qui a créé une crise systémique. Donc, qui a propulsé aussi les autres, qui a touché les autres. Oui, parce que les banques sont liées les unes aux autres. Les banques centrales sont liées les unes aux autres. Nous sommes dans un monde interconnecté aujourd'hui. Et donc, vous voyez, les banques centrales n'ont pas une très grande influence sur la finance islamique parce qu'ils s'autorégulent. Et comme le Dr Boiré l'a dit, le fait que ce soit lié à l'économie réelle, et pas au taux d'intérêt ou à la création monétaire qui est du ressort des banques commerciales et de la banque centrale, et ça fait que, évidemment, il y a un effet de résilience. Parce que l'économie réelle, c'est ce que vous pouvez toucher. Alors que tout ce que vous voyez au niveau du système financier et monétaire international, mais c'est des jeux d'intérêt qui sont liés certainement pas à des actifs réels. Parce que si vous prenez même les crypto-actifs de nos jours, ça ne repose sur rien du tout. Ça ne repose sur rien du tout, ce n'est garanti par personne. Mais la microfinance, à la différence aussi des banques classiques, il n'y a pas de système de garantie de dépôt. Mais par contre, comme c'est connecté à l'économie réelle, c'est quelque chose de tangible. Et c'est ça qui fait sa force de résilience. Et ça permet de renforcer l'économie, de relancer l'économie, de renforcer les activités économiques réelles, mais surtout de toucher des secteurs que les banques conventionnelles ne financent pas. Le secteur informel, et puis comme c'est des produits liés à la charia, mais par exemple les logements sociaux, ça ce sont des produits ça peut financer cela, l'agriculture biologique, les énergies renouvelables, tous les défis du développement durable, mais ça colle parfaitement aux objectifs de la finance islamique. Mais malheureusement, nos pays sont à la traîne pour utiliser cette finance alternative. Docteur Boiré, je vous donne la parole juste après cette autre infographie qui va nous amener à parler de l'évolution des institutions de finance islamique de 2020 à 2022. En termes de nombre de banques full islamiques, on parlait en 2019, si on remonte un peu plus loin, de 2. En 2020, de 2. En 2021, 2 banques. En 2022, 2 banques. Quand on parle du nombre de branches, le nombre de branches bancaires islamiques, on est passé de 4 banques en 2019 à 7 banques en 2020 dans l'espace UEMOA. Alors, quand on parle du nombre de FSD full islamique, on est passé de 0 banques en 2019 à 7 en 2022. Le nombre d'FSD détenant une branche islamique, on est passé de 1. Aujourd'hui, on est toujours à 1. Il y a une évolution, mais en même temps, on comprend que tout le monde n'a pas encore suivi le pas, tout le monde n'est pas encore entré dans le système, en tout cas au niveau de l'UEMOA. Quand on prend le Mali, tout à l'heure, M. Makalou le disait, on est à la traîne, on a une seule banque qui a ouvert une branche, on a une seule microfinance, celle que vous avez ouverte. Quand on a d'autres pays comme le Sénégal, le Niger ou même le Burkina Faso qui sont assez avancés. Alors, effectivement, ce qu'il faut constater que d'abord, il y a vraiment il y a beaucoup de choses qui expliquent cela. D'abord, effectivement, il y a la sensibilisation. Il faut que les gens comprennent les systèmes, les concepts. Aussi, il n'y a pas assez de ressources humaines qualifiées pour conduire tel projet. Aussi, ce qu'il faut dire, ce n'est pas facile la création d'une institution financière, qu'elle soit islamique ou classique. Ça demande, alors les conditions d'exigence, vraiment, elles sont là. Donc, c'est des volontés d'engagement qui fait qu'on peut arriver à la création d'une institution. C'est vrai que les chiffres, quand on regarde les chiffres, il reste encore depuis 2019, je dirais dans les années 80, il n'y avait que 2 banques islamiques dans l'espace UEMOA, du Sénégal et du Niger. Alors cela s'explique parce que les conditions de création d'une banque, ce n'est pas facile. Surtout très récemment, on est à 20 milliards. Ouais. Et donc la réglementation aussi a quelque chose à voir. La réglementation été tardive à ce niveau. Excellent. C'est surtout la réglementation. Et même encore, il faut ajouter que à ce jour, l'environnement juridique n'est pas encore très favorable. Par exemple, au niveau fiscal, le traitement fiscal, ça pose problème. Le produit offert par les banques islamiques, alors souvent peut se retrouver très cher quand l'environnement fiscal n'est pas vraiment favorable, comme le cas du Mali. Alors, au Mali, certes, il y a quelques avancées, mais il faut encore noter que
il n'y a pas de politique réelle, surtout au niveau de la réglementation. Parce que la BCEAO, c'est la centrale, mais chaque pays à son niveau doit aussi assainir son environnement, surtout fiscal, pour faciliter les transactions effectuées par les institutions financières islamiques. Donc, il y a tout ça. Et il faut ajouter que, de façon générale, notre économie, nos agents économiques ne sont pas, trop dans la dynamique des investissements en termes d'institutions, et surtout encore institutions financières islamiques, qui est un nouveau concept très méconnu, même par vraiment la forte communauté musulmane. Donc, M. Makalou, problème de formation, vous avez dit, problème de communication. La BCEAO a tardé à suivre le pas. On parle de 2013-2014 que la réglementation a commencé à se mettre en place. Problème de réglementation, mais pour la BCEAO, c'est pas seulement, c'est les banques classiques et c'est les banques islamiques, les institutions financières islamiques aussi. Vous savez, la pratique a toujours une longueur d'avance sur la réglementation. Et vous voyez même pour la monnaie électronique, la BCEAO elle est en retard encore parce que évidemment il faut vraiment sortir de la tour de verre pour voir ce qui se passe dans le pays réel. Et il faut financer l'économie réelle, il faut financer les économies nationales. C'est ce que je reproche à cette BCEAO. Malgré que les taux directeurs soient maintenant à 3,5%, 3% et demi. Non, ça a augmenté encore le taux directeur, le taux auquel la Banque centrale prête. Mais les institutions financières islamiques ne se refinancent pas sur le marché financier, le marché monétaire non plus. Donc, ni sur le marché interbancaire. Donc, cette réglementation, il faut la revoir le plus rapidement possible. Je pense qu'il y a des instructions qui sont rentrées en vigueur deux instructions de la BCEAO qui sont rentrées en vigueur, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les 8 États qui ont en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest, qui est chargée de la supervision et du système bancaire et du système d'assurer que le système de paiement soit fonctionnel. Donc la BCEAO est à la traîne, mais il faut remonter un peu plus loin parce qu'on avait parlé de la crise financière de 2008-2009 et vous savez, Bâle 2, Bâle c'est une ville en Suisse où se trouve le siège de la Banque des règlements internationaux qui est la banque centrale des banques centrales. Bâle 2 avait quand même été élaboré en 2004, mais après la crise financière, en 2010, on a finalisé Bâle 3. Et c'est ce dont le Dr Boiré parle maintenant, pour comment assainir le système bancaire et augmenter la résilience du système bancaire. Et cela, il faut, par rapport au ratio de liquidité, au ratio de levier, etc., mais aussi les ratios de solvabilité des banques. C'est pour cela, les fonds propres des banques, on demande de les augmenter maintenant. Donc, ça va quand même avoir un effet de chamboulement sur l'écosystème bancaire, parce que certaines petites banques vont disparaître ou vont être obligées de fusionner, de muter, ou d'être absorbées par d'autres banques. Je pense que nous allons voir quand même un grand changement au niveau du système bancaire. Et cela ne facilite pas, comme il a été dit autour de cette table, la création d'institutions supplémentaires, même si le besoin s'exprime, mais il faut que les États soient stratèges, nos États soient des États stratèges, des États proactifs. Parce que cet instrument de financement alternatif peut quand même combler, comme je l'ai dit, le déficit de financement que nous connaissons dans nos économies. Donc favoriser l'inclusion financière. Parce que vous savez, il y a l'Institut national de la statistique du Mali qui vient de faire l'INSTAT, qui vient de faire un recensement en début d'année, au premier trimestre 2023, l'année dernière plutôt, donc qui vient de quand même prouver que 98% des unités économiques recensées au Mali sont informelles et sont donc en dehors du système bancaire traditionnel. Donc voilà ce que les institutions financières peuvent faire, tout le terrain que les institutions financières
islamiques peuvent occuper. On va regarder cette autre donnée de l'UEMOA sur la répartition de la clientèle des instituts de finances islamiques. En termes de nombre de clients, en 2019, on parle de 127 705 clients contre 136 026 en 2020 et un peu plus de 162 000 en 2021. Les particuliers étaient en 2019 de 115 906. En 2021, on a vu qu'ils sont passés à près de 150 000. On voit une certaine augmentation au niveau aussi des PME entre 2019 et 2021. Et quand on prend aussi les autres entreprises et les associations, il y a clairement une augmentation. Donc, quand on prend les 3 dernières années, à partir de 2019. Mais Monsieur Boiré, tout à l'heure, Monsieur Makalou parlait de financer le secteur informel. Est-ce qu'aujourd'hui, la finance islamique accompagne ce secteur-là? Parce qu'on sait que les banques classiques, tant que vous n'êtes pas formalisé, tant que vous ne respectez pas un certain nombre de critères, il est difficile qu'on vous accompagne. C'est la même chose au niveau de la finance islamique? Alors, non, ce n'est pas la même chose, mais la finance reste toujours finance, mais dans ses exigences. Donc, il faut que ça soit islamique, que ça soit classique. Mais ce qu'il faut dire, la finance islamique, étant donné que les institutions sont en connexion directe avec l'économie réelle, les risques de détournement d'objets est très nul, est très faible. Alors, en général, pourquoi les banques ne veulent pas financer le secteur informel? Parce que les risques énormes et les risques de détournement est là. Mais dans la finance islamique, je prends juste un exemple. Quelqu'un qui s'installe, avant d'oublier, c'est d'ajouter que les institutions financières islamiques, ils vont au-delà d'un simple investisseur en termes financiers. Ils sont aussi conseillers. Parce que surtout dans les produits participatifs... Mais il me semble que dans les banques classiques, c'est la même chose également. Alors moi, je viens. Je prends l'exemple des typologies de produits que les institutions financières islamiques offrent à sa clientèle. Par ensuite, nous prenons les produits de typologie commerciale. Ces produits, les clients expriment en fait son besoin. Par exemple, si quelqu'un veut installer à vendre des motos, il estime à la banque qu'il a besoin de 2-3 conteneurs de motos. La banque ne va pas donner l'argent. Il va commander les motos pour le client. Ça, c'est quand la personne est dans le formel. Voilà, même si l'informel. L'informel, quelqu'un qui se réveille, parce que ce qu'il faut noter, le système financier islamique, il y a un esprit social solidaire. Les systèmes tiennent compte de ce qu'on appelle l'intérêt général. Alors, cela impose aux institutions financières islamiques d'accompagner les sociales, mais sans que ça soit caritatif, il faut ajouter. Donc, un client, quelqu'un qui commence ses activités, qui n'a pas l'argent, il peut solliciter une banque. La banque peut aller avec les clients dans un produit participatif. Cela veut dire que la banque va apporter l'argent. Et surtout, il y a des modèles que la banque et les clients sont des co-gestionnaires. Vous voyez? Oui, parce qu'on a vu qu'il y a 2 types d'investissements. Voilà, dans tel cas de figure, la banque ne va pas laisser les clients, son partenaire, à gérer l'argent comme il veut. La banque peut même recruter, en tenant compte bien sûr de l'importance du projet, peut recruter quelqu'un qui pourrait être avec bien sûr le partenaire. Donc ils vont gérer les projets ensemble. À un moment donné, alors le partenaire rachète la part de la banque, donc la banque se retire progressivement et donne la responsabilité bien sûr au partenaire. Et les produits typologie commerciale dont j'ai parlé, dans ces produits, alors l'objet, c'est-à-dire que le bien est acheté. Donc le risque de détournement est quasiment zéro. Et il y a même le directeur d'une banque, la petite m'a dit que il voudrait financer des jeunes. Ils ont mis sur place le financement, tout était OK. Alors le lendemain, quand ils ont débloqué les financements, c'était des jeunes qui débitent. Alors, tout de suite, certains, le lendemain, ils ont vu des gens avec des nouvelles motos. Certains sont allés se marier. Donc, détournement d'objets. Alors, dans la finance islamique, il n'y a pas de détournement d'objets. Donc, en général, le modèle que j'ai mis sur place en 2014, CID, c'est un peu ça. Nous contribuons, par exemple, un mécanicien. Alors, on a dit, bon, celui-là, c'est un agent économique. Il peut contribuer. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que tout agent économique
qui n'arrive pas, qui est en activité, qui n'arrive pas à épargner, alors c'est un problème. Quel qu'en soit le minimum qu'il en soit, il faut que vous épargnez. Nous avons mis sur un produit qui consiste, tous les jours, un agent de CID va rendre visite. Alors, au client, un prélèvement. Voilà, un prélèvement de 1000 francs, alors de 2000 francs, imaginez-vous. Et à la fin du mois, c'est un petit budget. Et si seulement, s'il réparait les motos, et puis installer à côté une petite table pour vendre les pièces de recharge. On va voir cette Donc, avec ces modèles, on peut bien sûr tout de suite d'amener quelqu'un de l'informel formel. Est-ce que c'est ce qui explique cette infographie de l'Union, de l'UEMOA qu'on va voir sur la clé, sur le portefeuille de financement des instituts de financement islamique en 2021? On parle de 276 milliards de francs CFA, soit 51,6% pour l'équipement. Et on parle de 180,5 milliards de francs CFA, soit 33,8% pour la trésorerie, et 59,1 milliards de francs CFA, soit 11,11% pour les autres éléments actifs, et 18,9 milliards de francs CFA, soit 3,5% pour l'immobilier. Mais ce sur quoi je voudrais qu'on s'arrête un instant, c'est sur le premier chiffre, 276 milliards, 51,6% pour l'achat d'équipements. C'est à cause de cette relation tripartite dont vous parliez là dans la finance islamique qu'on a un taux aussi élevé en équipement? Oui, ça c'est important. Et puis d'ailleurs, ça c'est encourageant. Cela veut dire que les banques islamiques sont dans l'investissement. C'est important. Ils contribuent à installer. Et c'est ça là, vraiment la valeur ajoutée. Donc ce taux d'air est intéressant. Effectivement, dans tel cas de figure, l'équipement est acheté, bien sûr, c'est tripartite. L'équipement est acheté auprès, bien sûr, d'un fournisseur pour le compte du client. Monsieur Makalou? Oui, l'infographie démontre aussi que c'est les facteurs de production qu'on renforce. Les équipements, c'est le capital physique. Donc, évidemment, les ressources humaines aussi comptent beaucoup. L'immobilier aussi, c'est le capital physique. Donc, je pense quand même que c'est vraiment complémentaire avec le système bancaire classique. Et je pense que, vous savez, malheureusement, nos banques commerciales financent très peu de secteurs. Le secteur primaire agro-silvo-pastoral, qui représente environ 40% de notre produit intérieur brut, c'est-à-dire de notre activité économique nationale, mais aussi le secteur des services, qui représente 40% aussi de notre PIB. Les deux principaux secteurs. 80% de notre PIB n'est pas financé en grande partie par les banques conventionnelles. Donc, par rapport au secteur des services, le secteur tertiaire, vous avez le transport, vous avez le commerce, vous avez la finance, etc. Et toutes ces activités de l'informel que vous trouvez dans les grandes villes, les services que nous trouvons dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales, parce que dans les zones rurales, imaginez si quelqu'un pouvait avoir un congélateur solaire, par exemple les femmes qui cultivent les tomates, ça leur permettrait de conserver ces tomates quand même, pour qu'elles ne pourrissent pas du jour au lendemain, parce qu'après on les donne aux animaux. La même chose pour le lait. Nous sommes deuxième producteur de bétail en Afrique de l'Ouest après le Nigeria, mais nous continuons à importer du lait à plusieurs dizaines de milliards, du lait en poudre, plusieurs dizaines de milliards de francs CFA chaque année, parce qu'on n'arrive pas à conserver le lait et on n'arrive pas à lier les produits, à conserver les produits pour que on puisse les acheminer des zones de production aux zones de consommation. Donc il y a beaucoup de difficultés au niveau de l'économie réelle par rapport à cela. Il y a beaucoup de déperdition parce que nous ne faisons pas de transformation. Et cette transformation est basée sur les facteurs de production. Et ce sont ces facteurs de production qui renforcent la compétitivité de notre économie. Imaginez que nos trois premiers produits d'exportation, que sont l'or, le coton et les animaux vivants, nous faisons très peu de transformation. L'or, 0% de transformation. Le coton, à peine 1% de transformation. Les animaux vivants, 0% de transformation. Bon, l'or, même s'il y a des choses qui sont faites avec notamment Marina Gold pour transformer, même si la transformation est encore minime. Quantité infime. On va voir cette autre donnée sur la contribution du secteur financier dans l'UEMOA. Et là, on va faire un comparatif avec le système classique sur certains secteurs. Vous parliez tout à l'heure du secteur agricole, silvo-pastoral,
illégale et la pêche et tout ça. On voit qu'entre 2019 et 2021, le système financier islamique a donc accompagné ces secteurs-là à hauteur de 5,5% contre 3% pour les banques conventionnelles ou classiques. Et quand on prend au niveau des bâtiments, des travaux publics, le système financier islamique est à 11,4% contre 10% pour les banques classiques. Et quand on prend par contre le commerce, restauration, hôtellerie, là par contre les banques classiques est loin devant avec 28% contre 11,8%. Comment l'expliquer? C'est à cause des produits illicites dont vous parlez là, quand on parle de l'hôtellerie? Tout à fait. Et effectivement, c'est dit peut-être, ça s'applique le fait que la finance islamique ne s'intéresse pas à tous les secteurs. À tous les secteurs, ça c'est important de préciser. C'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est le deuxième principe de la finance islamique. Donc cela peut s'expliquer ces chiffres. Aussi, vu qu'ils sont dans les réels, souvent, dans ces secteurs, ils ont besoin de cash. Ils ont besoin de cash. Alors dans la finance islamique, il n'y a pas de cash. Même s'il y a des cash, alors c'est très limité. Donc tout ça peut expliquer. Mais contrairement aux autres secteurs où vraiment c'est des réels là-bas, vous voyez la différence? Mais on le dit, depuis on parle de la finance islamique, mais en réalité quand on regarde les chiffres globaux, la finance islamique est vraiment infime dans la finance. Quand on prend la finance de façon globale, la finance islamique ne représente que 5% au niveau de la finance totale au niveau de l'UEMOA et moins de 2% en 2021 par rapport à la finance en général. C'est la méconnaissance de la finance islamique et des institutions financières islamiques. Mais je pense que même les institutions de Bretton Woods aujourd'hui encouragent la finance islamique parce que vous savez, la résilience du système financier international, en grande partie, on s'est rendu compte quand même que financer les marchés financiers, il y a beaucoup parce que la finance islamique n'est pas dans la spéculation, elle est dans la transparence, elle est dans l'équité, elle est dans la responsabilité sociale, elle est dans l'investissement social, l'inclusion sociale, mais aussi l'inclusion financière. Donc je pense que tout cela fait que ce sont nos pays c'est-à-dire il n'y a pas de chemin de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Il faut fixer le cap. Le taux d'inclusion financière est quand même assez faible dans nos différents pays. Le taux de bancarisation, nous avons moins de 20% de bancarisation dans nos pays. Et évidemment, il va falloir trouver des sources de financement alternatives. Et évidemment, je pense que la finance islamique peut jouer un grand rôle. Mais c'est à nous de voir un peu qu'est-ce que cette finance, comment l'adapter à nos besoins et comment faire en sorte que la réglementation suive la pratique. Parce qu'il s'agit de voir un peu quels sont les besoins et quels sont les déficits de financement de l'économie et comment nous pouvons utiliser ces ressources additionnelles pour quand même pouvoir aider les petites et moyennes entreprises d'abord, mais aussi les micro-entreprises. Parce que vous imaginez, souvent, c'est certainement des petits équipements dont les gens ont besoin, mais écoutez, quelqu'un à qui vous demandez d'acheter un réfrigérateur, évidemment, ce n'est pas évident que la personne ait la trésorerie pour ça. Mais si elle pouvait avoir cette trésorerie pour au moins conserver. Mais vous voyez, les fruits et légumes à Bamako, c'est toute l'année. Mais comment les conserver? On n'arrive pas à les conserver. Et on ne les transforme pas non plus. Donc, si ce qu'on vend, on arrive à conserver ou à transformer, évidemment, ça fait des revenus supplémentaires pour l'ensemble de nos populations. Certes, ces chiffres, c'est important. Mais juste, il faut dire que la finance islamique est très jeune. Elle est très jeune par rapport à la finance traditionnelle. La finance classique, c'est plus à peu près 3 siècles. Ouais. La finance islamique, Magalou l'a dit, même un demi-siècle. Ouais. Et surtout la phase moderne. Et c'est les crises 2008-2009 aussi qui a donné l'étincelle. Certaine visibilité. Voilà, donc tout ça s'explique. Nous marquons une courte pause, on se retrouve dans une poignée de secondes. Nous allons parler de l'accès au crédit, nous allons parler d'entrepreneuriat à travers les finances islamiques. Nous allons en parler avec nos 2 invités. À tout à l'heure.
Merci de nous retrouver dans cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est Finance islamique. Quel impact? Je suis toujours en compagnie de nos invités, dont l'invité principal, Dr Sidi Boiré. Monsieur Boiré, merci d'être resté sur le plateau. Je rappelle que vous êtes expert en finance islamique, ancien directeur général de SID Amana Finance, une microfinance dédiée à la finance islamique. Vous êtes actuellement le directeur général de Takaful Assurance islamique. Monsieur Modibo Mao Makalou, merci également d'être resté sur le plateau. Vous êtes économiste, spécialiste en finance internationale. Docteur Boiré, comment justement la finance islamique accompagne le secteur privé? Alors, la finance islamique accompagne les secteurs à travers ses composantes, soit à travers une banque, à travers une microfinance ou une assurance ou des fonds d'investissement. Maintenant, quels sont les instruments, quels sont en fait les types de contrats que les banques peuvent bien sûr offrir à ses clients? Alors, il y a 3 typologies de produits. Il y a les produits de typologie commerciale, qui consistent à acheter un bien et revendre, comme on l'a expliqué tantôt. Donc, dans ces typologies, les risques est transféré d'un niveau à un autre niveau. Alors, la banque prend des risques parce qu'elle va chercher le bien, on la demande du client. Alors, en fait, cet espace, l'acheminement de ces biens au client relève, bien sûr, c'est la banque qui prend cette responsabilité. Alors, une fois que les biens entre les mains du client, le risque est transféré. Donc, le client, évidemment, a l'obligation de rembourser. Et cela, bien sûr, peut demander la concession des garanties. Alors, ces garanties, ces garanties matérielles, c'est important, mais ce qui est important dans la finance islamique, c'est la garantie morale. C'est vraiment déterminant, même si on est, bien sûr, on a une génération où difficilement cette garantie c'est à voir. Qu'est-ce que vous entendez par garantie morale? Ça veut dire vraiment son honneur qu'on met en jeu? Son honneur. Alors si vous avez besoin d'un financement, M. Makolou supporte la caution, on dit Makolou est renommé, voilà. Vous voyez? Ou bien vous voulez un financement, l'imam du quartier, c'est pour le garant. Donc il y a toute une moralité derrière, ce qui est extrêmement important dans la finance islamique. Et même si ça ne représente très peu dans la finance classique. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, dans cette typologie de produits, il y a toute une liste. Parce que la finance, le principe, la règle d'or de l'islam de façon générale, tout est permis, sauf ce qui est explicitement interdit. Donc, à partir de ces principes, de cette règle-là, fait que la finance islamique peut innover autant. Donc, vous aurez des modalités, des variétés de produits commerciaux adaptés aux réalités, bien sûr, des agents économiques. Achat-revente, il y a la fabrication, revente, et puis il y a la location. Hein. Tout ça, c'est vraiment des instruments au niveau, bien sûr, de cette typologie de produits. La deuxième typologie de produits que les banques, les institutions financières islamiques peuvent entreprendre avec ses clients, c'est les produits qu'on appelle les produits participatifs. C'est ça qui est l'originalité de la finance islamique. Parce que dans ces modèles... Donc la banque prend une part dans le projet, c'est ça? Dans les projets, c'est-à-dire les risques est partagé. Parce que du moment où le risque est partagé entre les acteurs économiques, ça minimise les risques. Hein, ça minimise les risques. Une seule personne. C'est pourquoi, alors, les jeunes qui commencent les startups, c'est généralement, ces modèles est mieux adapté. Absolument. Parce qu'en réalité, la réalité économique est telle que les risques de perte est là. Et c'est évident, souvent ça se réalise. Et si ça se réalise, c'est partagé. Et surtout dans ces modèles, les risques financiers, c'est la banque qui supporte. C'est lui qui apporte l'argent, c'est lui qui prend les risques financiers. En cas de perte, alors la banque perd, en fait, par l'aspect financier, et le client perd son temps et alors l'effort qu'il a fourni. Donc, ces modèles... Le troisième et dernier aspect, c'est quoi? Alors, ça, c'est en fait, ça peut être les produits solidaires qu'on appelle les prêts sans intérêt. Généralement, imaginez-vous une entreprise qui est très familiarisée avec une banque, qui a beaucoup de transactions avec une banque. À un moment donné, il peut avoir une petite tension de trésorerie pour vraiment payer les charges fixes ou quelques charges variables. Donc, la banque peut accorder un prêt sans intérêt. Par exemple, la banque, disons, l'entreprise a besoin de 10 millions, 20 millions pour vraiment payer les salaires ou bien pour payer un fournisseur, alors où vraiment déjà la date d'échange est là. Donc, la banque peut accorder ça à taux zéro
et remboursable à taux zéro, sans surplus. Donc ça, c'est les trois typologies de produits que les banques... Monsieur Makalou, je repose ma question par rapport à l'accompagnement que ce secteur peut apporter au secteur privé. Comment est-ce que ça pourrait se faire? Comment cette jonction pourrait se faire? Oui, il a bien expliqué. L'éthique, la responsabilité sociale et la transparence sont des piliers de la finance islamique. Mais aujourd'hui, dans le monde de la finance, on sait que... Oui, mais j'avoue que je continue à dire que alors, le temps que j'ai fait à la tête de la microfinance, il faut retenir qu'un client en face, où vous donnez une certaine moralité à la transaction, est plus conscient que celui dont seulement vous l'imposez qu'il amène une garantie en entier. Qui ne l'engage pas. Et on a vu souvent des annonces dans les journaux, des listes de titres fonciers qui sont annoncés pour la banque. Et le risque, c'est quoi? La banque va se retrouver dans une situation de trésorerie. On a même reçu un financier ici qui disait qu'aujourd'hui, au niveau des banques, ils cumulent les titres fonciers. Et qui sont souvent des faux aussi. Donc, vous avez les crédits douteux et ça affecte la création monétaire et la résilience des économies du système financier. Donc, ce qu'il a expliqué par rapport à l'investissement direct, dans l'investissement direct, l'institution financière islamique ne participe pas à la gestion. Donc c'est le prêt. Elle peut le faire après. En tant qu'intermédiaire financier. Parce qu'il faut savoir que l'intermédiaire financier, ce qu'il fait, il collecte les dépôts pour faire des opérations, pour permettre à ceux qui veulent faire des opérations bancaires de les faire. Donc cela, comme il l'a dit, à travers la location, le crédit bail et puis d'autres sortes d'opérations, mais qui répondent à la charia. Mais aussi, le deuxième élément, ce dont il a parlé, ça concerne les PPP, pas les partenariats publics-privés, mais le partage des pertes et des profits. Mais cela veut dire une prise de participation dans le capital des entreprises. Et donc l'appareil productif, parce que c'est au Mali et enfin dans les pays d'Afrique, que ce soit toute l'Afrique, vous savez, l'appareil productif est très peu financé. Et ça, c'est dû au fait que les conditionnalités imposées par les banques classiques ne répondent pas toujours à cela. Et aussi, le délai de l'activité, par exemple, à moyen et long terme, n'est généralement pas financé. On est dans les effets de commerce à très court terme. Et les taux d'intérêt très élevés et des durées très courtes. Donc là encore, nous devons revoir la législation bancaire, parce que si nous voulons financer le secteur primaire, et tenez-vous bien, au Mali, 60%, 55 à 60% de notre population vit dans les zones rurales. Et ce sont ces zones rurales qui nourrissent les zones urbaines. Mais pourquoi nous ne finançons pas cette activité qui permet de nourrir? Parce que la première des souverainetés, c'est la souveraineté alimentaire. Le Mali est deuxième producteur de céréales en Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce que nous transformons dans nos céréales? Nous sommes premier producteur de coton. Qu'est-ce que nous transformons dans notre coton? Moins de 1%. Donc, je peux citer ainsi de suite. Le riz, nous sommes quatrième producteur africain. Mais qu'est-ce que nous faisons comme transformation? Donc, tout cela, c'est parce que c'est à travers la transformation, si les capitaux sont disponibles pour les investissements productifs, cela va permettre d'augmenter la productivité de l'économie. Quand la productivité de l'économie augmente, ça veut dire que les revenus des populations augmentent. Et c'est cela qui permet d'augmenter leur bien-être. Donc c'est là que l'inclusivité est importante. Parce que si vous avez une croissance économique, comme nous l'avons avec l'or qui est non inclusive, parce que ça fait depuis 1994, nous avons un taux de croissance économique de 5% en termes réels, mais qui n'est dû qu'à la croissance du prix de l'or à l'international. Mais l'or, c'est quand même, l'impact est quand même, je ne dirais pas minime, mais ça ne vaut pas ce que le coton et les animaux vivants nous rapportent. On va suivre ce cas d'école qui va nous permettre de comprendre qu'ailleurs, la finance islamique dans certains pays voisins a commencé depuis un bon bout de temps, une quarantaine d'années. Dans certains pays, nous sommes encore à la traîne. Considérée comme des pionnières en matière de finance islamique dans la sous-région,
La Banque islamique du Sénégal et la Banque islamique du Niger ont été respectivement lancées en 1982 et 1983 sous le nom de Masraf Faisal Al-Islami. En 1990, elles changent de nom et deviennent BIS, Banque islamique du Sénégal, et BIN, Banque islamique du Niger. À ses débuts, la BIS se positionne comme un véhicule bancaire permettant l'importation des matières premières provenant principalement du Moyen-Orient. Quant à la BIN, elle finance plusieurs projets au Niger, dont la construction du barrage de Kandaji à hauteur de 18 milliards de francs CFA et le tronçon routier Zinder et Agadez de 96 km à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Jusqu'à un passé récent, la Banque islamique du Sénégal était détenue à 77% par la BID, Banque islamique de développement, 22% par l'État sénégalais et le reste par des actionnaires particuliers. En ce qui concerne la Banque islamique du Niger, la holding Tamwil Africa détient 50,06% de l'actionnariat contre 49,88% pour la BID et 0,06% pour l'État nigérien. D'après le rapport de la BCEAO publié en janvier 2023 sur la situation du secteur de la finance islamique de l'UEMOA à fin décembre 2021, 11 instituts de finance islamique sur les 17 institutions agréées dans l'Union étaient en activité, ce qui a permis d'enregistrer un total bilan en fin 2021 de 710,8 milliards contre 448,3 milliards de francs CFA en 2019, soit une progression moyenne annuelle de 25,9%. Le rapport de la BCEAO indique que cette progression est due en grande partie aux établissements bancaires full islamiques, à l'image de la Banque islamique du Sénégal et la Banque islamique du Niger, car elle concentrait à elle seule, en décembre 2021, 92,7% du bilan total de l'industrie. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous invite à regarder cette infographie qui va résumer un peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cas d'école. La Banque islamique du Sénégal, la BIS, et la Banque islamique du Niger, la BIN, sont les deux banques pionnières vraiment dans la sous-région. L'une a été créée en 1982, l'autre un an plus tard, 83. Et les deux banques concentrent à elles seules 92,7% du total bilan 2021, d'après les données de la BCEAO. Elles ont le monopole, c'est juste parce qu'elles sont là depuis des années, une quarantaine d'années? Oui, bien sûr. Alors, avant la réglementation de 2018, qui est très récente, alors celles-ci, étaient déjà considérées comme des banques islamiques. Ils avaient la dénomination dans les dénominations islamiques. Donc, ils avaient déjà une base de données, importante, où la plupart de ces clients, leur conviction, vraiment, c'est islamique. Maintenant, avec la réglementation qui favorise d'ailleurs ces institutions, parce que dans la réglementation, la BCEAO dit soit tu es full islamique, complètement islamique, là vous regardez la dénomination islamique, ou bien vous êtes une branche, là vous ne pouvez pas utiliser alors dans votre dénomination islamique. C'est pourquoi toutes les branches dans les banques classiques n'ont pas la dénomination islamique. Donc ça a beaucoup favorisé ces deux institutions. C'est pourquoi cela s'explique évidemment ces chiffres. Aussi, dans l'UEMOA, les pays se sont intéressés au sukuk. Donc c'est vraiment, non seulement c'était des banques de dépôt, en fait on déposait ses fonds auprès de ces banques, et aussi ils investissaient aussi dans ces transactions, dans ces sukuk-là. Donc évidemment, qui fait que alors ils ont les monopoles, parce que c'est des banques islamiques fous dans l'UEMOA. Alors messieurs, quand on essaie un peu de comparer, on dit qu'au niveau des banques classiques, bon, ça on le sait, il y a l'épargne, il y a le crédit. Au niveau des banques, la banque islamique, il me semble qu'il y a aussi l'épargne, il y a aussi le crédit. Ouais. Mais comment alors, quelle est la différence exactement? Alors, quand vous regardez... Par exemple, pour le cas de l'épargne, comment est-ce que l'épargne, quand vous regardez les épargnes, dans les épargnes des banques classiques, c'est comme si l'épargnant prête l'argent à la banque, alors que la banque lui prête. Donc la banque va énumérer son argent. Donc c'est ça qui est prohibé. Alors le modèle de la finance en finance islamique, dans la banque islamique, alors nous avons parlé que la banque finance des investissements, la banque fait des investissements, ils entreprennent avec les clients. Alors dans le cas de l'épargne, les clients aussi vont investir avec la banque. Donc l'argent déposé dans le compte d'épargne, c'est considéré comme
des fonds à investir. Donc c'est ça qu'on appelle le compte même, en fait le compte d'investissement. Mais comment la banque, dans ce cas-là, la banque islamique s'en sort? Alors la banque prend, juste un exemple, alors X dépose 10 millions dans son compte d'investissement, qui est égal au compte d'épargne hier, suivant un contrat dans lequel il est stipulé que les parties partagent les risques. En ces moments, la banque est gestionnaire. La banque va gérer les fonds. Donc la banque gère ses fonds. Ces 10 millions, la banque prend et finance votre activité, et finance son activité. Et voilà les revenus générés de 50% de part ou bien 60 à 40%. Cette grille est discutée préalablement avant bien sûr l'investissement des fonds. Donc c'est un peu comme ça que la banque, c'est à peu près les DAT. Seulement qu'il y a la différence des DAT classiques. Dans les DAT classiques, les taux sont fixes. Quels qu'en soient les résultats avec la banque, vous êtes rémunéré. Donc la rémunération est fixe. Et la banque se porte garant de cette rémunération, contrairement à la finance islamique. En fait, la rémunération dépend du résultat. Du résultat de l'investissement. Alors, M. Makalou, la finance islamique peut être une bonne alternative pour ces entrepreneurs en quête de financement, de crédit à taux zéro? L'avantage de la finance islamique, il est requis pour la finance classique que le banquier connaisse le métier de celui qui emprunte, mais ce n'est pas une réalité effective dans nos pays. Et l'avantage de ces institutions financières islamiques, c'est non seulement les capitaux, le placement des capitaux va permettre à la banque de connaître votre activité, qu'elle participe ou non à la gestion. Mais si elle participe à la gestion, évidemment, elle investit, mais aussi elle est co-gestionnaire. Donc en même temps, ça permet de limiter les risques, comme ça a été expliqué ici. Mais surtout, moi, ce qui retire mon attention, c'est l'aspect éthique, transparence et inclusivité sociale, parce qu'on a dit que ça porte sur les résultats. Donc, quel domaine financer? Quelle est la portée de ce qu'on finance? Et cela, c'est pour cela que je me mets dans l'optique du développement durable, que ce soit les logements, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'énergie, les besoins essentiels de nos pays et les facteurs, le financement des facteurs de production. Je pense que, y compris la formation des ressources humaines, mais aussi l'accès au capital, parce que c'est une des grandes difficultés dans nos pays, parce que les risques sont considérés élevés pour le financement. Donc je pense qu'en multipliant ce genre d'alternatives, en communiquant d'abord, en sensibilisant, mais aussi en allégeant la réglementation, on a parlé de quelque chose au début qu'il va falloir rappeler, ce sont les aménagements fiscaux, les intéressements fiscaux. Il faut aussi encourager les investisseurs, non seulement nationaux, mais aussi de l'étranger, y compris la diaspora, pour financer les outils de développement, les investissements structurants qui répondent aux normes de la finance islamique. Monsieur Dr Boira, avant de vous donner la parole, on va juste voir cette dernière infographie, le volume d'actifs de la finance islamique dans le monde. On parle de plus de 4 000 milliards de dollars US, soit plus de 2 billiards, donc 2 millions de milliards de francs CFA, donc 5% de part de marché pour l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la finance islamique. C'est en évolution, même si on sait que c'est seulement 2% de la finance totale. Quand on parle d'accès au crédit, comment est-ce que ça fonctionne pour la finance islamique? Est-ce qu'on peut avoir crédit à taux zéro, autrement dit? Est-ce qu'un entrepreneur peut venir solliciter 10 millions de francs CFA auprès d'une banque islamique et avoir les 10 millions sans pour autant rembourser avec du surplus? Effectivement, c'est ça qui était la compréhension de beaucoup de gens, en pensant qu'en disant que quand on dit la finance islamique, on dit c'est la finance sans intérêt. Alors, en fait, le produit alternatif, le produit sans intérêt que garde Hassan, ne représente même pas 1% dans les opérations des institutions financières islamiques. Alors, ce que j'ai dit, une banque, qu'elle soit islamique ou non, c'est une entreprise. Et c'est les investisseurs qui sont derrière, qui mettent leur argent et ils prétendent avoir bien sûr des dividendes. Donc en effet, la banque ne travaille pas comme ça à taux zéro. Gratuitement? Non, pas gratuitement. Alors comment la banque est rémunérée? Comment ça se passe dans les faits? Il peut y avoir des prêts à taux zéro, mais ça peut être conditionnel. Mais ce qui est quand même l'activité de la banque, comme il disait tantôt M. Makalou, c'est vraiment la collecte, la mobilisation des fonds et puis transformer ces fonds, fructifier ces fonds pour elle et pour ses investisseurs.
Donc, généralement, comment ça se passe? Si les clients, entreprise, a besoin d'un financement, il exprime un besoin. On ne peut pas avoir besoin de l'argent comme ça. Un agent économique, si vous avez besoin de l'argent, il y a un besoin réel. Donc vous estimez un besoin réel, c'est là que la transaction sera adossée. Donc la banque va acheter les biens. Par exemple, juste un exemple, une entreprise de transformation de savon peut avoir besoin, par exemple, d'arachide. Alors la banque achète l'arachide avec les paysans à un prix et il va vendre en tenant compte le coût et puis il va vendre ça au client avec une marge. C'est là que souvent les gens vont dire ah, mais la marge est égale à l'intérêt. Là, je suis en face de l'économie, ce n'est pas le même. L'intérêt, c'est la rémunération d'un principal d'une somme d'argent. L'argent qui engendre voilà, l'argent qui engendre, ou bien l'augmentation d'un bien à partir de lui-même, c'est ça qui est l'intérêt. Alors la marge, c'est la différence entre le coût d'achat et le prix de vente. Donc là, la banque va générer une marge. Et cette marge-là, c'est pour elle. Et cette marge, à la différence des banques classiques, qui est fixe, qui est à l'intérêt qui est fixe, au niveau de la banque, ça dépend du marché. Hein, ça dépend de l'offre et de la demande. Hein, alors, c'est pourquoi souvent on dit que les banques islamiques peuvent réaliser autant de profits que celles de ces banques classiques. Parce que là, il y a un taux directeur qui est fixé, aucune banque ne peut dépasser cela. Mais contrairement aux banques islamiques, c'est le marché qui décide, c'est le marché qui détermine. J'achète quelque chose à 10 francs, je peux vendre à 15 francs si le marché me permet. Vous voyez? Donc, c'est là que les banques gagnent. Alors, deuxièmement, les banques peuvent gagner aussi à travers les investissements. Par exemple, vous avez un marché, vous êtes une entreprise commerciale, vous avez un marché, vous n'avez pas l'argent avec vous. Alors, vous pouvez venir voir la banque peut vous donner l'argent en participation, vous allez exécuter le marché, les résultats générés, vous partagez avec la banque. C'est comme ça que ça se passe avec les banques, avec les institutions financières. Voilà. Finance islamique, quel impact? C'était le thème de cette émission. J'ai pris plaisir à recevoir nos invités. Merci, Monsieur Modibo Mao Makalou, économiste, spécialiste en finance internationale. Merci, Dr Sidi Boiré. Je rappelle que vous êtes expert en finance islamique, ancien directeur général de Sid Amana Finance, aujourd'hui directeur général de Takaful Assurance. Donc, islamique toujours. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM1.